Bonjour tout le monde, ravi d'être là pour cette webconférence. Merci de m'avoir invité pour parler de notre conseil local en santé mentale de Nice. Alors, il faut savoir que notre CLSM a été créé en 2015 et vraiment issu d'une volonté politique de notre maire, Christian Estrosi, pour faire en fait de notre ville une ville inclusive et bienveillante. Alors, quelle est l'idée du CLSM de Nice ? Écoutez, c'est vraiment d'infuser de la santé mentale dans toutes les politiques publiques, dans le logement, le transport, la tranquillité publique, bien sûr, et l'accès aux soins. C'est aussi favoriser la qualité de tous les habitants de Nice, car, comme l'a rappelé tout à l'heure Fanny, nous avons tous une santé mentale et il est important que chaque habitant le sache. Et l'objectif du CLSM, c'est vraiment de favoriser la qualité de vie en essayant de favoriser une bonne santé mentale pour tous. C'est également de favoriser l'articulation avec tous les autres acteurs de la santé, l'hôpital bien sûr, la CPAM, l'ARS, le milieu libéral, et puis également les associations de patients et les aidants. Et aujourd'hui, nous pouvons vraiment estimer à Nice que nous avons de la chance d'avoir un tel CLSM sur notre territoire et il a malheureusement déjà fait ses preuves, puisqu'il faut savoir que après les attentats de Nice, par exemple, le CLSM a pu recenser toutes les offres de prise en charge et toutes les aides sociales et fournir l'information à une période où tout était très, très chaotique et où il y avait une multiplication d'acteurs qui faisaient des accompagnements un petit peu voilà, je dirais pas à la one again, mais vraiment un peu désordonné. Et c'est vrai que le CSM a pu coordonner et présenter voilà, toutes les possibilités de prise en charge. Alors, je vais laisser plus tard la parole à Marion, qui va vous présenter beaucoup plus en détail. Mais moi, je voulais vous quand même donner quelques exemples de réalité. Moi, je suis quelqu'un de très pratique et je voulais montrer ce qu'on a vraiment créé sur le territoire. Alors déjà, actuellement, on a un projet dans le cadre du dispositif Mon Psy. Voilà, on essaye de mettre à disposition des locaux dans les quartiers prioritaires de la ville pour les psychologues qui vont adhérer à ce dispositif. L'idée, c'est de favoriser l'accès aux soins, donc aux consultations de psychologues à une population qui n'est pas toujours voilà, convaincu, qui n'est pas toujours proche des consultations de psychologues, en fait. Donc, l'idée, c'est vraiment de favoriser cet accès à tous, et particulièrement dans les quartiers prioritaires. Deux autres choses dont je voudrais vous parler qui me semblent vraiment primordiales, c'est que la ville a initié il y a quelques années une formation qu'elle a créée elle-même qui s'appelle Santé mentale qu'elle accueille. Alors, pour vous montrer que c'est une vraie volonté politique, cette formation a été mise en place à la demande de M. Prada, qui était à l'époque premier adjoint, à la suite d'un article qu'il avait lu dans la presse, qui était très stigmatisant pour les personnes souffrant de maladies psychiques. Et il a eu vraiment cette volonté de créer une culture de bienveillance pour tous les agents d'accueil de la ville. Et on a donc mis cette formation en place et il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a plus de 180 agents qui ont été formés, voilà, à mieux accueillir les personnes qui peuvent être voilà, quelque peu perturbées. Et je trouve que cette formation s'est étendue d'ailleurs par la suite aussi aux agents travaillant à la ligne d'Azur, voilà, aux agents tenant voilà, les bibliothèques, aux agents du CCAS bien évidemment. Et cette formation est excessivement utile et continue et a lieu tous les 2 mois régulièrement et on va évidemment la pérenniser jusqu'à ce que tous les agents de la ville voilà, y aient participé. On a eu aussi ce désir d'aller beaucoup plus loin en proposant une formation aux premiers secours en santé mentale, à la fois aux agents, mais aussi à toutes les personnes travaillant dans les associations. Donc, à ce jour, on a eu 70 personnes qui ont été formées au premier secours et les agents, en tout cas de la ville. Et on commence maintenant à lancer la formation des acteurs associatifs à partir de septembre. Donc, vous voyez, la ville est vraiment très active et très impliquée. On veut que notre CLSM soit un outil de bienveillance et d'inclusion pour tous. Et un des outils aussi très utiles que nous avons créé, dont Marion va vous parler plus, c'est notre guide répertoire de l'aide en santé mentale. Je ne sais pas si vous le voyez, il est aussi disponible sur notre site internet. Et c'est vraiment un outil parce qu'il recense
toutes les ressources existantes sur la ville de Nice, voilà, en santé mentale. Je vais laisser la parole à Marion, qui est notre coordinatrice du CLSM, et elle va vous en dire un petit peu plus. Merci à tous et n'hésitez pas à poser des questions à l'issue de la présentation de Marion. Bonjour à toutes et tous. Donc Marion Vandenbroek, je suis la coordinatrice du CLSM de Nice. Alors, je vais peut-être vous reparler un petit peu après de ce guide répertoire, peut-être pour préciser les éléments dont vous a fait part Fanny. Alors, sur le CLSM de Nice, pour que vous voyez un petit peu d'un point de vue pratico-pratique comment fonctionne un CLSM, nous, Barbara l'a dit, ça a été créé en 2015. Au niveau de la gouvernance et du fonctionnement, on a notre assemblée plénière annuelle qui est vraiment le lieu de force de proposition, lieu de discussion et de concertation entre tous les acteurs. On invite à cette assemblée plénière tous les membres qui participent au CLSM et puis également les habitants qui se sentent concernés, intéressés, peuvent tout à fait participer à cette journée, participer aux échanges et aussi donner leur avis sur ce qu'ils souhaiteraient pour le territoire en matière de santé mentale. Du coup, pour vous donner une idée un exemple très concret, l'assemblée plénière de l'année dernière, on avait abordé 4 thématiques. Alors bien évidemment, comme l'a dit Fanny, c'est aussi un moment où on rend des comptes, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on explique ce qu'a fait le CLSM à des personnes qui participent pas forcément de façon régulière aux travaux. Et on essaye d'aborder l'année à venir en échangeant et en essayant de voir en fait quels sont les projets qui peuvent être menés. Donc notre dernière assemblée plénière a abordé la question de l'accès et du maintien dans le logement, de l'accès au transport, de la culture et des loisirs, et puis la question des situations complexes, effectivement, de ces situations individuelles difficiles, qui sont parfois des situations qu'on retrouve dans plusieurs services. Et l'idée, c'était vraiment de faire réfléchir tous les acteurs autour de quels sont les freins, quels sont les leviers, et très concrètement, quelles sont les idées de projets qu'on pourrait avoir et qu'on pourrait mettre en place dans l'année à venir. Parce que j'y reviendrai après, dans un CLSM, c'est aussi très important de pouvoir garder en tête des choses, des projets très concrets pour avancer et pour proposer aux acteurs. Donc voilà pour l'assemblée plénière. Ensuite, bien évidemment, les travaux de l'assemblée plénière sont présentés au comité de pilotage qui valide les axes de travail et les projets à mettre en œuvre pour l'année à venir. Dans le comité de pilotage de Nice, nous avons bien évidemment les élus. Nous avons le CHU de Nice, l'hôpital Sainte-Marie, qui représente tous les deux la psychiatrie publique, l'Agence régionale de santé, l'UNAFAM, qui représente les aidants et les familles, et nous avons 2 associations d'usagers qui sont le Phare des Deux Pôles, une association de personnes qui souffrent de troubles bipolaires, et le GEM Nice, donc un groupe d'entraide mutuelle. Voilà, qui sont représentés dans notre comité de pilotage. Nous avons également un comité technique qui, lui, est plutôt composé des animateurs, co-animateurs de nos groupes de travail, puisque des décisions, des choses discutées en assemblée plénière, validées ensuite en comité de pilotage, découlent des groupes de travail. On essaye de faire pour que chaque groupe de travail soit co-animé par des personnes aux profils différents qui représente la thématique. Et puis, l'idée, c'est que notre comité technique est composé des co-animateurs de ces groupes pour permettre justement la transversalité entre les groupes de travail et faciliter les échanges et du coup de ne pas forcément agir de façon très cloisonnée. Je vous avais mis pour information le territoire de Nice. On est sur 6 secteurs de psychiatrie adulte, 3 secteurs de psychiatrie infanto-juvénile, 345 000 habitants et 8 quartiers prioritaires de la ville. Voilà, on est un gros CLSM par rapport aux exemples que pouvait donner Fanny. C'est vrai que on a un territoire assez vaste et un CLSM qui s'occupe de tout ce territoire-là. Là, je passe très rapidement, c'était juste pour vous donner une idée des axes de travail du CLSM. Donc, on a le logement, l'habitat, la culture et les loisirs, bien évidemment la lutte contre la stigmatisation, qui est un axe en soi, mais qui est bien évidemment un fil rouge pour toutes les actions du CLSM.
l'accès aux soins, les transports, la gestion et la prévention de la crise et la coordination du réseau de partenaires qui n'est pas un axe de travail thématique, mais qui est à prendre en compte parce que c'est quelque chose qui prend du temps au quotidien dans la coordination du CLSM. Au niveau des actions, j'en mets quelques-unes pour voilà, je vais pas forcément donner beaucoup de détails, mais c'est pour que vous ayez une idée. À la création du CLSM, il y a un diagnostic santé mentale qui a été réalisé, qui a été vraiment le socle des axes de travail du CLSM, qui a permis de mettre en œuvre, de mettre en avant 7 recommandations principales qui sont là. Alors, bien évidemment, certaines ne relevaient pas directement du CLSM, mais du secteur sanitaire. C'était vraiment un diagnostic global à l'échelle du territoire. Et puis d'autres, par contre, ont pu le CLSM a pu s'en saisir et c'est comme ça, par exemple, qu'a été créé le guide répertoire en santé mentale, qui est un guide, répertoire, c'est important de le préciser. Il a été créé par le groupe de travail Accès aux soins et donc tous les acteurs ont pu se fédérer aussi autour de ce projet avec à la fois un recensement de toutes les actions, de tous les acteurs et on l'espère exhaustif sur le territoire, mais aussi un guide puisque pour chaque référence, il est expliqué à qui s'adresse cette offre et en pratique, est-ce que c'est en accès direct, est-ce que c'est sur orientation, comment je m'y rends. L'idée étant de pouvoir proposer aux personnes l'offre qui existe sur le territoire et qu'ils sachent comment se repérer dans cette profusion d'offres à l'échelle du territoire. Sur la question de la santé mentale et de la lutte contre la stigmatisation, Fanny en a parlé. Donc, il y a aussi les formations dont a parlé Barbara, mais l'organisation également des semaines d'information en santé mentale. Donc, c'est un événement national qui est organisé chaque année. Et donc, on a cette année la thématique santé mentale et environnement. Donc, concrètement, nous, à l'échelle de Nice, ce sont tous les partenaires qui se regroupent dans le cadre de notre groupe de travail lutte contre la stigmatisation et on organise de façon co-construite les actions qui auront lieu sur le territoire. Donc cette année, par exemple, alors là, je vous ai mis les visuels de l'année dernière parce que notre service com est en train de travailler sur les visuels de cette année. Mais on a une quinzaine de manifestations qui vont avoir lieu à l'échelle de la commune. Et donc, sur santé mentale et environnement, on parle d'environnement très concret. Par exemple, une association a proposé de pouvoir faire du ramassage de déchets sur les plages et du coup, de pouvoir inviter les habitants à participer. Et on l'a intitulé Pour ma santé mentale, nettoyons nos plages. Ça parle d'environnement et justement du fait qu'un environnement qui est agréable est aussi bénéfique pour la santé mentale. On a une journée de conférences et d'ateliers autour de nature et santé mentale. On a des ciné-débats, on a des expositions dans les bibliothèques. Chaque bibliothèque de la ville va mettre en avant toute la documentation autour de la santé mentale, justement pour sensibiliser les habitants. Voilà, il y a beaucoup d'actions. On a quelque chose autour des troubles du sommeil et donc du lien entre environnement et troubles du sommeil, avec des ateliers de musicothérapie, méditation pleine conscience. Voilà, l'idée c'est vraiment de faire parler, de santé mentale à l'échelle de la commune, de parler à la population générale, de la sensibiliser et de faire évoluer les regards justement sur la santé mentale et la psychiatrie. Un autre exemple d'un autre type d'action, c'est la question du logement. Donc là, je vous ai mis la feuille de route, par exemple, de notre groupe logement. Alors, les membres du groupe de travail, on a, donc comme le disait Fanny, en fait, autour d'une thématique, on va rassembler tous les acteurs qui travaillent dessus, se sentent concernés. Donc, on a bien évidemment les acteurs du logement, dont les bailleurs sociaux, les professionnels de la santé et du social, les représentants des usagers, les aidants, les organismes tutélaires. Donc, par exemple, on va avoir aussi tout ce qui va être hygiène publique. Voilà, c'est tous ces
tous ces organismes qui sont présents dans le groupe de travail. Les objectifs, c'est déjà de favoriser et faciliter l'interconnaissance entre les professionnels, les aidants et les usagers. Ce sont deux mondes qui se rencontrent. Donc, pour le coup, ça nécessite aussi un temps pour un petit peu s'apprivoiser. Et puis, de soutenir les acteurs du logement qui sont face aux difficultés liées à la santé mentale. Bien souvent, les acteurs du logement sont parfois un petit peu perdus quand il existe des problématiques de santé mentale. Et voilà, et de faire travailler ensemble toutes ces personnes. Nous, la feuille de route, par exemple, c'est de former les bailleurs sociaux, les gardiens d'immeubles et les bailleurs privés, toujours dans cette idée de culture commune. On a un axe spécifique aussi sur le syndrome de Diogène, où on a vraiment le souhait d'avoir une culture commune autour de cette thématique et de travailler à décloisonner justement entre tous les acteurs et faciliter, on le sait, le partage d'informations et la gestion de ces situations qu'on retrouve dans de nombreux services. Et ça passe aussi par créer des outils avec un guide des acteurs et de leur mission, travailler autour de fiches procédures pour accompagner les acteurs du logement, encore une fois, qui sont parfois un petit peu perdus sur en fait quels sont les leviers auxquels ils peuvent faire appel en cas de problématiques liées à la santé mentale chez un habitant. Et puis, sur des petites choses, des dispositifs à construire, des aides sur les petits travaux dans les logements, ça c'est un besoin qui est remonté. Le fait que, en fait, beaucoup de personnes ont besoin d'un accompagnement sur des petits travaux et que bien souvent, c'est des choses qu'ils ne savent pas faire. Et derrière, le logement se dégrade, on peut arriver à de l'insalubrité, à du coup à devoir changer de logement. Enfin voilà, ça peut, si les choses traînent entre guillemets, ça peut aussi arriver sur des conséquences plus lourdes. Donc voilà, il y a des choses sur lesquelles on travaille et puis bien évidemment on réfléchit à des dispositifs tels que des équipes mobiles santé mentale et logement qui n'existent pas à l'heure d'aujourd'hui sur notre territoire. Un autre exemple sur lequel je passe rapidement, c'est celui du transport. C'est un axe de travail qu'on a commencé à travailler cette année, qui est encore en construction, mais qui a déjà permis, par exemple, plusieurs actions. On a travaillé à l'intégration des associations d'usagers et des familles. Donc, chez nous, l'association Le Phare des Deux Pôles, le GEM Nice et l'UNAFAM, dans la commission intercommunale d'accessibilité, qui est une commission obligatoire qui est composée de représentants et qui permet de discuter des questions d'accessibilité au transport à l'échelle de notre métropole. Et donc voilà, il nous semblait évident que ces représentants puissent participer à ces instances-là et que cela puisse s'ancrer sur le long terme. En partenariat avec notre régie de transport Ligne d'Azur, on prévoit de former sur le dernier trimestre de l'année les contrôleurs, conducteurs et agents d'accueil. Le constat qui a été fait, c'est que s'ils ont une très bonne connaissance du handicap moteur, sensoriel ou même mental, le handicap psychique n'est quelque chose qu'ils ne connaissent pas ou peu et qu'ils ne savent pas comment appréhender. Donc, l'idée, c'est de pouvoir, via la formation santé mentale qu'elle accueille, qui est co-animée par un médecin psychiatre et un usager ou une usagère de la psychiatrie, de pouvoir se faire rencontrer ces personnes, échanger et via une stratégie de contact, de pouvoir échanger et peut-être faire évoluer les idées reçues sur la santé mentale et la psychiatrie. On a également une réflexion autour de la création d'un référent handicap, par exemple. Une des problématiques qui était remontée, c'était que parfois des usagers ou des usagères pouvaient oublier de valider le ticket à l'entrée du tram, ce qui pouvait entraîner lors d'un contrôle une amende, alors qu'ils étaient simplement, peut-être que voilà, c'était pas forcément leur fait à ce moment-là. Voilà, ça engendrait des problématiques avec des amendes très élevées, des problématiques administratives derrière. Et donc, on est en train de travailler avec la régie Ligne d'Azur pour voir comment on peut aussi travailler ce genre de situation, mais qui se retrouve dans d'autres problématiques telles qu'Alzheimer ou autres. Donc, c'est vraiment quelque chose de plus transversal. Et puis, un travail autour de la lisibilité des informations pour les usagers lors de travaux ou autres de changements pour les lignes. Comment on peut aussi faciliter l'information.
J'ai souhaité faire un petit point sur la gestion des situations individuelles parce qu'effectivement, Fanny vous l'a présenté, c'est quelque chose qui revient très souvent dans les CLSM. Pour le coup, nous à Nice, on n'a pas de cellule de gestion des situations individuelles. C'est une réflexion qui est en cours, mais voilà, aujourd'hui, nous, on se pose pas mal de questions. Surtout au regard pardon, de la taille de notre territoire. Je pense que peut-être qu'il y aura des interventions où Fanny pourra le préciser. Je pense qu'à l'échelle de plus petits territoires, c'est quelque chose qui est peut-être plus évident, plus facile, il y a plus de connaissances entre les acteurs, moins de dispositifs. En tout cas, nous, aujourd'hui, on se pose tout simplement la question de la plus-value du CLSM sur un tel dispositif, au regard du temps qui peut y être passé. Et aujourd'hui, la question qu'on se pose, elle est plutôt autour du rôle qu'aurait le CLSM dans la lisibilité des dispositifs, parce que c'est vrai qu'étant une grande ville, on a déjà beaucoup de dispositifs. On a une plateforme de cellules des cas complexes spécifiquement portée par nous, la métropole et le logement. On a une instance, des instances qui sont propres aux structures, hein, à l'équipe mobile précarité, au CCAS. Il y a aujourd'hui les dispositifs d'accès les DAC, les dispositifs d'accès à la coordination qui sont aussi très présents. Donc voilà, pour nous, la question, c'est comment est-ce qu'on se positionne par rapport à tous ces acteurs, l'idée étant de ne pas rajouter un dispositif supplémentaire. Et en dernier, l'idée, c'était aussi de vous dire quels sont les points de vigilance un peu d'un CLSM. Alors, il y en a d'autres, hein, mais on a mis ces quatre-là en avant. C'est de favoriser l'implication des usagers et de le faire pas seulement sur le papier, c'est-à-dire que favoriser l'implication des usagers, ça veut dire réfléchir aux horaires auxquels on organise les réunions. Parce que le matin, on sait que ça va être compliqué, donc faut pas faire des réunions par exemple trop tôt. Au vocabulaire qu'on emploie par exemple, on peut très vite rentrer dans notre jargon et puis du coup les personnes vont être là et vont être très en difficulté pour pouvoir participer parce que assez vite on est sur du langage technique et ça va être un petit peu difficile et de leur laisser la place aussi dans les échanges. Donc ça, c'est quand même un point de vigilance très important. De garder comme objectif, je le disais, d'aboutir pardon, à des actions concrètes, parce que le risque, c'est sinon de fatiguer un petit peu les partenaires qui sont par ailleurs très occupés. Et donc, c'est de pouvoir assez rapidement aller sur l'idée que voilà, le groupe de travail se réunit pour aboutir à ce projet, à cette action très spécifique qu'on souhaite mettre en place. De garder en tête que la temporalité n'est pas la même parce que le temps de la collectivité va être différent du temps de la psychiatrie, du temps des usagers, du temps des familles. Parfois, dans la collectivité, il y a le souhait que les choses aillent vite, que l'action soit mise en place. Sauf que, bien évidemment, on dépend de tous ces partenaires. C'est ça qui fait la force du CLSM, hein, c'est la pluralité des membres. Et donc, c'est avec toutes ces personnes qu'il faut travailler. Et donc, c'est prendre en compte que, par exemple, les acteurs de la psychiatrie vont être très chargés, n'auront pas la possibilité à ce moment-là d'être disponibles. De la même façon pour les usagers, pour qui un rythme trop intense pourrait peut-être être compliqué. Donc, c'est prendre en compte toutes ces temporalités-là. Voilà. Et enfin, persévérer dans la transversalité, parce que le logement, les transports ou autres, c'est de la transversalité. Et malheureusement, c'est pas toujours une priorité pour les autres services, plus particulièrement en plus dans des périodes budgétaires plus compliquées. Mais donc, voilà, c'est encore une fois grâce à et avec le travail de nos élus qui font un travail de sensibilisation aussi des autres élus et des autres services qu'on réussit à amener de la santé mentale et à faire prendre conscience que en fait, d'autres services de la collectivité et de la métropole font de la santé mentale sans même s'en rendre compte. Et donc, c'est comment, en fait, on leur dit, mais en fait, voyez, là, vous faites de la santé mentale, est-ce qu'on peut quand même, est-ce qu'on peut travailler ensemble et y réfléchir? Et voilà, essayer de persévérer dans cette direction-là. Merci beaucoup, Marion, et Barbara pour cette présentation. Donc, voilà, pour les mots de la fin, c'est vraiment aussi un autre enjeu de taille souligné qui est celui de l'intersectorialité où
la santé dans toutes les politiques publiques, c'est-à-dire comment finalement on agit sur l'ensemble des déterminants de santé en mobilisant les élus et les autres acteurs des politiques publiques autres que la santé. Donc c'est vraiment cet enjeu-là qui est porté par le CRES et les acteurs comme le CCOMS ou tous les acteurs qui œuvrent sur ce type de démarche sur les territoires. Donc merci d'avoir rappelé ça, de nous avoir présenté vos actions. On a une question. Nous, sur le CLSM de Nice, on est 2 personnes. Et c'est vrai que j'ai pas indiqué. Et souvent, des CLSM, je pense qu'il y a un poste, voire moins d'un poste sur certains CLSM. Donc, c'est vrai qu'on essaye de traiter les thématiques prioritaires. Bien évidemment, il y en a d'autres. Et la question de la population migrante ou en entreprise. Mais c'est vrai qu'on n'a pas forcément toujours la possibilité de traiter toutes les thématiques. Sur la question de l'emploi, en plus, il y a des choses qui parfois sont traitées par ailleurs. Par exemple, nous, il y a un groupe de travail au niveau du PTSM sur santé mentale et emploi qui se crée. Donc, on n'a pas vocation, nous, CLSM, à aller recréer pour l'instant quelque chose en doublon. Donc, on se greffe plutôt à cet échelon qui va être plus départemental. Voilà, il y a des choses aussi qui s'articulent entre différentes dispositifs, différentes directions, voilà. Et c'est vrai que on essaye de nous s'articuler avec ce qui est existant. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Et sur la question des situations individuelles, effectivement, quand je parle des situations individuelles, il s'agit de situations complexes de personnes qui ont des difficultés et sociales et juridiques et au niveau médical et qu'on retrouve dans différents services. Et l'idée de ces instances, c'est de vraiment réunir tous les acteurs qui sont qui se chargent de cette situation pour réfléchir à un plan d'action pour accompagner cette situation. Et bien évidemment, alors je pense que du coup, je parle pas pour les autres, parce que nous, on n'en a pas de cellules, mais il me semble que des représentants des aidants et des représentants des usagers sont très souvent dans ce type d'instance pour justement représenter leur structure, ou en tout cas la parole des aidants et des usagers. Fanny, tu peux peut-être compléter là-dessus. Oui, juste sur le dernier point que tu viens d'évoquer, Marion. Alors normalement, c'est censé se passer comme ça. Dans le règlement qu'on a fait valider juridiquement au CCOMS, on a précisé que soit des usagers et des aidants doivent être présents dans ces cellules, soit si elles ne peuvent pas être présentes, elles peuvent mandater quelqu'un qui les représente. Donc on fait venir les personnes directement concernées par le cas qui est discuté. Et si elles ne peuvent pas être là, elles peuvent dire je veux que ma sœur, que cette assistante sociale me représente. Donc il y a des moyens de pallier un petit peu à ça, mais en fait on se rend compte sur le terrain que c'est assez peu appliqué et que ces cellules restent souvent un entre-soi professionnel. Alors on forme, quand nous on organise la formation nationale des coordos, on consacre une journée entière sur l'aspect juridique de ces cellules pour voir ce qui peut être fait, ce qui est hors la loi, entre guillemets, hors règlement, etc. Donc c'est encore un peu compliqué à appliquer sur le terrain. Beaucoup de professionnels qui restent entre eux, mais ça évolue et au moins le débat est lancé entre le réseau, dans le réseau des coordos qui se partagent leurs trucs et astuces, entre guillemets, pour s'assurer que ces voies-là sont respectées. Quels seraient vos conseils au regard de votre expérience pour encourager justement une collectivité à mettre en place un CLSM? Parce que nous, on est confrontés, par exemple, dans la région, à des acteurs de la promotion de la santé qui souhaiteraient impulser la mise en place de ce type de démarche, dont on saisit bien l'intérêt et la plus-value au regard de vos présentations, mais c'est pas évident d'arriver à sensibiliser tous ces acteurs-là, c'est-à-dire les élus, la psychiatrie. Donc, est-ce qu'il y a une méthode? Est-ce qu'il faut d'abord s'assurer de la coopération des élus ou de la psychiatrie qui sera peut-être publique, qui sera peut-être mieux entendue? Bon, donc je pose peut-être la question à toutes les trois. À la fois Fanny pour son regard global des CLSM et puis Barbara et Marion pour leur historique du CLSM.
Je peux peut-être commencer sur l'aspect global et comme ça vous compléterez sur votre expérience à Nice, comment vous avez fait pour vous lancer. Moi, ce que je constate comme une de mes missions principales, c'est justement d'accompagner les collectivités dans le déploiement des CLSM. C'est qu'initialement, il y a une motivation. La thématique santé mentale, quand même, elle a fait du chemin au cours des dernières années. On se rend compte qu'il y a peu d'élus qui ne sont pas convaincus de l'importance d'agir sur cette question-là. Mais ce qui bloque, c'est des aspects très concrets, à la fois la peur de multiplier des dispositifs. Oui, mais il y en a déjà plein. Est-ce qu'on va pas faire de la réunionnite, etc. Ça revient beaucoup. Le deuxième frein, c'est les aspects financiers. Ouais, mais ça va coûter combien? On est une petite commune. Est-ce qu'on peut vraiment se lancer dans le financement d'un poste de coordo, etc. Et le premier conseil que je pourrais donner vis-à-vis de ces freins-là, c'est qu'en fait, il faut lancer la discussion. Je pense que la première chose à faire, c'est de prendre contact. Alors, avec moi, le CCOMS, pour l'aspect un petit peu global, vous accompagner dans ça va coûter combien, où est-ce que vous pouvez aller chercher des sources de financement, à quelle hauteur il faut embaucher le coordo, etc. Et sur la réunionnite, pareil, vous donner un petit peu un point de vue global de ce qui se fait ailleurs et vous rassurer sur ces aspects. Mais en fait, je pense que la première étape, c'est vraiment de lancer le débat, de poser vos questions sur la table. Voilà nos besoins, voilà nos préoccupations. Maintenant, nos freins, c'est ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et ensuite, parfois, je le reconnais, ça aboutit pas. Je rencontre les collectivités, elles sont motivées, mais les freins restent trop importants pour se lancer. Mais la plupart des cas, quand même, on trouve des solutions. Même si ça veut dire pendant quelques années, tâtonner, prendre un coordo à 50%, ne lancer qu'un groupe de travail et pas plus, etc. Mais se lancer, mettre un pied dans la porte, essayer, ne pas voir trop loin ou parfois être trop ambitieux parce que c'est ça qui fait qu'on se lance pas en se disant il y a trop de besoins, il y a trop de choses à faire. Et une fois qu'on se lance et qu'on se rend compte qu'en fait la dynamique elle est locale, qu'il n'y a pas forcément énormément de besoins à mettre, mais plus bien faire en sorte que les gens se connaissent, sachent quels sont les objectifs communs, ça permet de débloquer la situation. Donc une première prise de contact avec moi et ensuite souvent je réoriente vers des CLSM existants pour vous montrer ce qui se fait. Ça rassure et ça permet de se lancer. Donc n'hésitez pas si vous hésitez, si ça vous semble intéressant mais vous savez pas trop, à me contacter pour qu'on puisse en discuter et puis voir un petit peu quels sont les blocages et vos besoins. Je suis tout à fait d'accord avec Fanny. C'est-à-dire que c'est vrai que je pense qu'il faut souvent l'impulsion d'une volonté politique, en fait, créer un CLSM. Et c'est vrai que le coût, même si effectivement on peut trouver parfois des financements auprès de l'ARS, il y a vraiment un certain coût. Mais l'idée, je pense, Merci. Alors, c'était entrecoupé. Personnellement, j'ai compris le fond de votre propos malgré les mots qu'on n'entendait pas. Oui, donc voilà, donc on retient bien donc cette nécessité d'être humble quand on démarre un CLSM, de commencer par des petites actions, de recenser les acteurs, de faire du lien et pour petit à petit montrer l'intérêt que peut avoir le CLSM au niveau local. En tout cas, la mobilisation de tous les acteurs sur un projet commun d'amélioration de la santé mentale. Et puis ensuite, on peut prétendre donc à avoir des ambitions un peu plus élevées dans un contexte donc où la santé mentale a pris une place qu'elle n'avait pas avant la crise sanitaire et où donc il est probablement plus favorable pour sensibiliser, pour motiver les élus à s'engager dans ces démarches-là. Je pense avoir résumé. Si je peux compléter juste une petite chose, c'est que une fois effectivement que le CLSM est créé, c'est aussi beaucoup de temps pour aller à la rencontre de tous les acteurs, faire de la pédagogie autour de ce qu'est un CLSM, en quoi ça peut être intéressant, pertinent, bénéfique pour les acteurs que de venir au groupe de travail, de participer, parce que des fois on nous regarde un peu en se disant qu'est-ce que c'est encore que ce dispositif, alors ils se demandent si ça va être quelque chose qui va leur faire perdre du temps. Est-ce que c'est quelque chose qui va prendre une partie de ce qu'ils font? Est-ce que c'est quelque chose qui... Enfin voilà, il y a toujours au début des fois il y a des barrières à lever, de aussi... et voilà, et ça, il faut
prendre en compte que dans les premiers temps du CLSM, je pense que c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps que d'aller rencontrer un par un tous les acteurs, mais c'est important de le faire en réexpliquant, rassurant et puis en donnant envie aussi de participer aux travaux du CLSM. Et c'est ça qui permettra ensuite d'avoir des choses très concrètes qui se mettent en œuvre sur le territoire avec un relais de partenaires et de membres du CLSM qui sont actifs. Parce que voilà, le travail aussi, c'est de garder tous ces membres du CLSM actifs sur le long cours, sachant que c'est des gens qui ont plein d'autres choses par ailleurs aussi dans leur vie. Voilà. Merci Marion. On a une question, Madame Léonélie, une demande d'intervention. Madame Léonélie Gerbaudot. Oui, bonjour. Nous, sur le territoire Porte des Morts, Pays des Morts littoral, on est en réflexion. Donc, j'étais preneuse déjà d'avoir le contact au niveau du CCOS, de manière à pouvoir justement pour les financements, etc. Alors, je vais vous dire, nous, où on en est et qu'est-ce qui commence à démarrer. Sur notre territoire, nous avons un hôpital, le CHS Henri Guérin à Pierrefeu. Donc, eux étaient demandeurs, paraît-il, depuis un certain temps. Et en fait, après, je suis donc, moi, personnellement, j'étais médecin, mais maintenant retraitée. J'étais addictologue, entre autres. Et donc, à la fois, je suis administrateur dans la CPTS et je suis conseillère municipale à la Londe. Donc, on a eu une réunion CPTS hôpital où cette demande a été posée par le secteur psychiatrique. Dans la CPTS, il se trouve qu'on est plusieurs à participer à des conseils municipaux. Donc, on s'est dit, on va prendre prendre ce projet, enfin cette idée. Et donc, récemment, j'ai profité d'un compte-rendu de la réunion intercommunalité pour pouvoir prendre la parole très brièvement pour dire un peu ce que c'était qu'un contrat local de santé mentale. J'ai mon maire qui est aussi président de l'intercommunalité qui est OK. Il y a le maire de Pierrefeu qui est OK. Donc, on est dans un stade de réflexion. Il n'y a rien de fait. Voilà, moi, je suis preneur du contact pour continuer à avancer. Et je pense qu'effectivement, les CPTS ont l'air d'être un outil intéressant parce qu'on est déjà en interprofessionnalité, quoi. Oui, je vous le confirme. Mais on pourra en rediscuter, mais les CPTS ont de plus en plus un rôle, alors parfois d'impulsion des CLSM, mais en tout cas de participation. On sent que ça monte et que c'est un acteur qui devient incontournable là où il y a des CPTS. Donc, je vous ai remis mon adresse mail dans le chat. N'hésitez pas à m'écrire ou à m'appeler pour qu'on puisse en rediscuter. Alors je rajouterai d'ailleurs à ce sujet que sur l'ensemble des PTSM de la région, on a 6 PTSM, un projet territorial de santé mentale sur la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, un par département. Quasiment tous, à l'exception d'un, ont pour projet de déployer les CLSM sur leur département. Donc on va engager aussi une réflexion au niveau régional. On fera le lien avec le CCOMS pour tenter d'élaborer une méthodologie commune, en fait, partage d'expérience sur les départements qui sont déjà bien dotés en CLSM, et puis élaborer une méthodologie commune pour favoriser ce déploiement. Enfin, on va dire plutôt les bonnes pratiques. Donc c'est un vrai sujet. C'est vrai que là, la possibilité ou l'intérêt d'associer les CPTS à cette réflexion très en amont peut être très intéressante aussi, à la fois pour favoriser cette articulation et le lien entre l'ensemble des acteurs et se saisir du coup de ces nouvelles instances démarches qui peuvent être soutenantes. Effectivement, la coordinatrice de notre CPTS vient d'être membre titulaire du projet territorial santé mentale, donc du Var. D'accord. Et donc, effectivement, c'est intéressant. Merci beaucoup à Marion Van den Broek, Madame Barbara Pro, Fanny Pastan. À très bientôt et on vous tiendra informé lorsque le webinaire sera mis en ligne sur notre site. Et on vous fera parvenir plus tôt, en fait, dès que possible, les présentations de ce webinaire. Très bonne journée à tous. Merci. Et à bientôt.